Bonjour à tous. Alors, la dernière fois, nous avons établi quelques généralités sur les mouvements à force centrale. Aujourd'hui, nous allons mettre en application ce qu'on a vu dans le problème de Kepler. Nous allons revoir et même démontrer les trois lois de Kepler. Donc, Kepler était un physicien du XVIIe siècle qui, en 1609 et en 1618, a établi, grâce à des observations, des lois empiriques sur le mouvement des planètes du système solaire. Donc la première loi qu'il a établie, c'est la suivante. Chaque planète parcourt une orbite plane, elliptique, et le Soleil occupe l'un de ses foyers. La deuxième loi est la suivante. En des durées égales, les planètes balayent des aires égales. Et en 1618, il ajoute une troisième loi, qui est la plus connue peut-être, hein. Le rapport du carré de la période de rotation au cube du demi-grand axe est identique pour toutes les planètes du système solaire. Alors, ces trois lois, il les a obtenues grâce à des observations de son maître, Tycho Brahe. Kepler a en fait utilisé ces résultats observationnels pour en déduire des lois. Mais ces lois restent des lois empiriques, et il faudra attendre les travaux de Newton, en 1687, hein, dans le fameux ouvrage Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, les principes mathématiques de la philosophie naturelle, c'est-à-dire les principes mathématiques de la physique, pour trouver une explication à ces trois lois de Kepler. Pour cela, eh bien, Newton utilise ces lois de la mécanique qu'il invente, hein, le principe fondamental de la dynamique, associé à la loi de la gravitation universelle. Alors je rappelle la loi de gravitation universelle. Tous les corps matériels subissent des interactions entre eux de nature gravitationnelle. Et cette interaction, elle est d'une part attractive, tous les corps s'attirent, et cette force d'attraction, elle dépend de la distance qui sépare les masses et du produit des masses. Alors, si vous prenez deux masses ponctuelles, j'appelle ces masses M1, M2, la force varie en 1 sur R puissance 2, et l'intensité varie également en fonction du produit M1, M2. Si j'exprime cette force vectoriellement, j'obtiens la force de la masse M1 sur la masse M2, que j'appelle F12, elle est dirigée vers M1, donc opposée au vecteur unitaire U12 qui va lui de 1 vers 2, d'où le signe ici, F12 c'est moins U12 fois M1, M2 sur R carré, et puis il y a une constante ici que j'appelle la constante de gravitation universelle grand G qui va dépendre du système d'unités choisi. Alors si on exprime les masses ici en kilogrammes et les distances en mètres, eh bien G vaut 6,67 10 puissance moins 11 dans le système d'unités internationales. Ça, c'est la loi de gravitation universelle. Alors, petite précision, la loi que je viens d'énoncer, elle est valable pour les masses ponctuelles ou bien pour des corps à symétrie sphérique. Il faut que la répartition des masses ici soit à symétrie sphérique. Dernière chose, on définit souvent ce qu'on appelle le champ de gravitation. Alors, que l'on note souvent G. Alors attention, il ne faut pas confondre ce champ de gravitation avec la constante G, ici, qui est la constante de gravitation universelle. Le champ de gravitation, comment il est défini? Eh bien, c'est simplement la force par unité de masse. C'est-à-dire que ici, la masse M2 subit une force de gravitation, donc d'attraction gravitationnelle, qui est proportionnelle à sa masse notamment. Donc je peux écrire que la force, c'est sa masse fois un vecteur G. Et ce vecteur G, c'est ce qu'on appelle le champ de gravitation produit par cette masse M1. Alors, par exemple, pour la Terre, eh bien, tous les corps sur Terre subissent un champ de gravitation qui va s'écrire la constante de gravitation G fois la masse de la Terre divisée par le rayon terrestre au carré. Et quand vous faites le calcul, vous trouvez à peu près 9,8, qui est le champ de gravitation sur Terre. Alors, juste un petit détail, euh, en réalité, le champ de gravitation, c'est pas tout à fait la même chose que le champ de pesanteur. On verra dans le chapitre suivant qu'il y a une petite différence, que le champ de pesanteur
à une définition un petit peu plus sophistiquée, mais que dans les faits, le champ de gravitation et le champ de pesanteur sont quasiment identiques. C'est pourquoi je le note comme le champ de pesanteur, je le note G. Une fois qu'on a défini la loi de gravitation universelle, on peut s'attaquer au problème de Kepler. Alors de quoi il s'agit? Eh bien, le problème de Kepler, c'est le problème du mouvement des planètes. Donc, j'appelle P une planète de masse m, et j'appelle E une étoile de masse m étoile. Et je vais chercher quelles sont les trajectoires possibles de la planète autour de l'étoile. Alors, je vais faire quand même quelques hypothèses. Premièrement, je vais supposer que le référentiel qui est lié au centre de l'étoile est considéré galiléen. Donc, par exemple, dans le système solaire, je vais me mettre dans le référentiel héliocentrique, donc lié au centre du Soleil, et je vais considérer que ce référentiel est galiléen. Alors ça, c'est une approximation qui est valable dans le sens où l'étoile est en général très massive devant la planète, et donc l'action de la planète sur l'étoile ne provoque quasiment aucun mouvement de l'étoile, puisque l'étoile est très lourde. Donc elle est quasiment insensible à l'action de la planète, ce qui fait qu'elle est quasiment fixe. Bien sûr, c'est une approximation, mais qui est une très bonne approximation. Deuxième approximation, on va supposer que l'étoile est à symétrie sphérique et que la planète également est à symétrie sphérique. Là aussi, c'est une approximation. Vous savez bien que la Terre, par exemple, n'est pas tout à fait à symétrie sphérique, hein, les pôles sont aplatis. L'étoile, le Soleil, c'est pareil, l'étoile est un astre qui est en rotation sur elle-même, ce qui fait que l'étoile n'est pas tout à fait à symétrie sphérique. Simplement, encore une fois, vu les distances ici qui séparent les planètes de l'étoile, ces corps peuvent être traités quasiment comme des points, ce qui fait qu'on peut voir ça comme des objets à symétrie sphérique en première approximation. Là aussi, c'est une très bonne approximation. Troisième approximation, je vais supposer que la planète, elle ne subit que l'action de l'étoile. C'est-à-dire que je vais bien sûr négliger l'action des autres planètes sur la planète P. Par exemple, la Terre subit aussi l'influence de Jupiter, qui est une grosse planète du système solaire qui influence pas mal les autres planètes. Je vais négliger cette influence. Voilà toutes les hypothèses que je vais devoir faire, et dans ce cas-là, on se ramène à un problème de mouvement à force centrale. En effet, dans ce cas-là, la force que subit la planète est une force de gravitation qui est dirigée vers le centre de l'étoile, qui est un point fixe du référentiel lié à l'étoile. Donc on a bien un problème à force centrale, et la force centrale s'écrit F de R égale moins G, le produit des masses, donc M étoile, sur R carré, où R est la distance entre l'étoile et la planète. Je mets un moins parce que la force est attractive, bien sûr, donc la force est opposée à UR. L'énergie potentielle associée, ben oui, vous primitivez l'opposé de F, et vous obtenez moins G étoile sur R. Vous voyez, l'énergie potentielle est une grandeur qui varie en 1 sur R. Alors on a vu dans la section précédente que tout mouvement à force centrale conservative obéit à deux relations de conservation. D'une part, la loi des airs, R2 θ égale C, et d'autre part, la conservation d'énergie mécanique. Alors, 1 demi de mv2 plus EP égale EM. Alors, 1 demi de mv2, je rappelle qu'on peut l'écrire comme ça. 1 demi de mr point carré plus m grand C carré sur 2R2. Et ça, c'est l'énergie potentielle. Ces deux équations permettent de trouver l'équation de la trajectoire. Alors, passons à la première loi. Voyons comment nos lois de conservation permettent d'établir la première loi de Kepler. Alors d'abord, Kepler dit une première chose, c'est que les planètes décrivent des orbites planes. Alors ça c'est très simple. On sait que les mouvements à force centrale conservent le moment cinétique par rapport à l'étoile. Donc le moment cinétique, alors on l'appelle souvent le moment cinétique orbital. Le moment cinétique orbital se conserve. Et on a vu que si le moment cinétique orbital garde une valeur constante en norme et en direction, ça implique que le mouvement est plan. OM est perpendiculaire au vecteur LE à tout instant, donc M décrit un mouvement plan. Donc nécessairement, l'orbite d'une planète est plane. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, quand on manipule
les lois de conservation, eh bien on montre que la trajectoire des planètes est donnée par l'équation suivante. Donc c'est une équation en polaire, donc vous voyez, on donne la relation entre r et θ. Eh bien, la relation entre r et θ s'écrit P sur 1 plus E cos θ, avec P et E deux constantes. Alors avant de vous montrer ce que c'est que ces trajectoires, j'aimerais déjà vous établir ce résultat. Donc là, j'ai mis les équations de conservation, la loi des airs et la conservation de l'énergie mécanique. Donc vous voyez, ça, c'est une équation différentielle vérifiée par R de t. C'est une équation différentielle temporelle. Eh bien, on va la transformer en une équation différentielle vérifiée non plus par R de t, mais par R de θ. Autrement dit, on va transformer une équation différentielle temporelle par une équation différentielle angulaire. Et ça va nous permettre de trouver R de θ. Et là, il y a une astuce. L'astuce, la suivante, ça consiste à poser U égale 1 sur R. Alors, regardez. Si on pose U égale 1 sur R, bon, 1 sur R2, ce sera U carré, 1 sur R, ce sera U. La question, c'est que donnera R point? Eh bien, R point, c'est la dérivée de R par rapport au temps. C'est donc la dérivée par rapport au temps de 1 sur U. C'est donc, si je dérive ça, je vais avoir moins 1 sur U carré fois la dérivée de U par rapport au temps. Mais alors, qu'est-ce que c'est que la dérivée de U par rapport au temps? Moi, je vais chercher la fonction U de θ, ça je veux dire U dépend de θ qui dépend du temps. Là, je peux toujours écrire ça. Je peux toujours dire que U, c'est une fonction de θ qui elle-même dépend du temps. Puisque U dépend de θ, je vais dire que du sur dt, donc je vais d'abord dériver θ par rapport au temps, donc ça fait dθ sur dt fois du sur dθ. Alors ça, on l'a déjà fait dans différentes reprises, notamment quand on a fait le calcul du vecteur vitesse en polaire, où on a à faire un calcul de dérivée composée. Or, dθ sur dt, c'est θ point. Mais θ point, c'est c sur R2, c'est-à-dire c fois u carré, multiplié par du sur dθ. Si je mets ça ici, qu'est-ce qui se passe? J'obtiens une relation très simple. Moins 1 sur u carré fois cu carré, ça nous fait moins c, fois dérivée de u par rapport à θ. Alors vous voyez l'astuce, c'est que je suis parti d'une dérivée temporelle, et à la fin, j'arrive à une dérivée angulaire. Et donc, en remplaçant là-dedans, je vais avoir une équation différentielle avec une dérivée angulaire. C'est ça qui va nous permettre de résoudre le problème. Alors justement, je vais maintenant remplacer R point par ce terme-là. Donc là, je reprends l'équation 2. 1 demi de m R point carré, c'est-à-dire C carré fois du sur dθ au carré, plus 1 demi de m grand C carré, 1 sur R2 c'est U carré, moins G m étoile fois U égale l'énergie mécanique qui est une constante. Là, j'obtiens une équation différentielle angulaire, mais qui a l'inconvénient d'être non linéaire parce qu'on a un carré ici. Alors vous vous souvenez, dans ce cas-là, il y a une autre astuce, souvent, ça consiste à dériver à nouveau pour faire disparaître le carré. Donc là, je vais dériver par rapport à θ. J'obtiens, alors le 2 va s'en aller, hein, on va obtenir 2 fois 1,5, ça fait 1, mc carré. Je vais avoir la dérivée de du sur dθ, donc d de u sur dθ2,
fois du sur dθ puissance 2 moins 1, ça fait 1. Ici ensuite, je dérive u carré, ça va me faire 2u du sur dθ, donc le 2 s'en va, mc2 du sur dθ fois u, moins g m étoile du sur dθ. Et puis comme l'énergie mécanique est une constante au cours du mouvement, lorsque θ varie, l'énergie mécanique ne varie pas, donc cette dérivée vaut 0. Alors, je peux simplifier par du sur dθ, puisque, a priori, du sur dθ est non nul, donc je peux simplifier par du sur dθ. Je vais factoriser par mc2, qui se trouve ici, donc j'obtiens comme équation différentielle d2u sur dθ2 plus u égale g m étoile sur c carré. Équation différentielle d'ordre 2, linéaire, avec un second membre constant. On sait résoudre ce genre d'équation. La solution, c'est u de θ. Alors attention, la variable c'est θ. Donc, solution particulière, vous avez un second membre constant. Donc je cherche une constante. Si je cherche une constante, la dérivée d'une constante c'est 0. Donc je vais avoir directement u égale g m étoile sur c carré. Voilà la solution particulière. Donc g m étoile sur c carré vérifie bien l'équation différentielle. C'est une solution particulière. Plus les solutions de l'équation homogène. d2u sur dθ2 plus u égale 0. Or, qu'est-ce que vous retrouvez là? C'est simplement l'équation différentielle d'un oscillateur, du type x' plus oméga 0 carré x égale 0. Sauf que ici, oméga 0 carré, c'est 1, et ici, la variable, c'est pas le temps, mais c'est θ, mais mathématiquement, c'est le même objet. C'est un oscillateur, on va dire, angulaire. R va osciller avec θ. Donc, je sais que les solutions sont de la forme A cosinus oméga 0, alors non pas t, mais ici, mais θ, oméga 0 θ plus phi. Donc, j'écrirai A cosinus, alors oméga 0 c'est 1, puisque oméga 0 carré c'est 1, donc θ plus phi. Pour avoir R, je vais prendre l'inverse, donc j'ai R de θ, 1 sur g m étoile sur c carré plus a cos θ plus phi, et vous voyez, si je divise par g m étoile sur c carré en haut et en bas, je vais obtenir c carré sur g m étoile divisé par 1 plus c carré a sur g m étoile cos θ plus phi. Alors juste une petite précision, le choix de l'axe x et y, là, il est arbitraire, je peux très bien tourner le système d'axes comme je veux, là. Ça c'est l'étoile. Je vais faire en sorte de choisir l'axe au x de sorte que phi égale 0. Concrètement, ça revient, vous allez voir, à faire en sorte que lorsque θ égale 0, la planète se situe à la distance la plus proche de l'étoile. Et donc, vous voyez, pour finir, on a la solution. J'obtiens comme résultat que R de θ, eh bien, grand C carré sur G m étoile, ça c'est une constante, qui est positive, entre parenthèses, hein, et qui dépend de grand C, c'est-à-dire des conditions initiales. Donc je l'appelais P, cette constante, sur 1 plus, et là aussi on a des constantes qui dépendent des conditions initiales, puisque ça dépend de grand C, de grand A. Donc, cette constante, je l'appelle petit e, fois cosinus θ. Donc pour résumer, on vient de montrer que
Le problème de Kepler a pour solution des trajectoires qui sont données par l'équation r de θ égale p sur 1 plus e cos θ. Alors, en fait, cette équation en polaire, c'est quelque chose que les mathématiciens connaissent bien. C'est l'équation en polaire d'une conique avec origine au foyer. Alors, on va voir ensemble un petit peu les différentes coniques et comment, en choisissant une valeur de E particulière, on obtient les différentes coniques. En fait, la forme de la conique va dépendre essentiellement de ce paramètre petit e. Alors, prenez par exemple E égale 0. Ça correspond à R de θ égale P, qui est une constante positive. Dans ce cas-là, la trajectoire, c'est simplement un cercle. Première chose, vous voyez, on vient de montrer qu'une des trajectoires possibles d'une planète autour de l'étoile, c'est le mouvement orbital circulaire de centre, l'étoile. Deuxième cas possible, supposez que ce paramètre E alors, soit différent de 0, mais plus petit que 1. On obtient alors une ellipse. Pourquoi? Alors déjà, si E est plus petit que 1, vous voyez, ce terme-là, il est toujours positif. Et donc R est toujours défini, parce que je rappelle que R, c'est une distance qui doit être positive. Hein. Donc quel que soit θ, R est toujours défini. Et deuxième chose, comme on a un cos θ, vous voyez, cette fonction, elle est 2π périodique. Quand θ augmente de 2π, R revient à la même valeur. Autrement dit, on obtient une orbite qui se referme sur elle-même, après un tour. Première conséquence, les orbites des planètes sont fermées. Si vous faites θ égale 0, vous êtes en P sur 1 plus E. Alors P sur 1 plus E, c'est la distance minimale. On ne peut pas être plus près de l'étoile. Donc ça correspond à ici, c'est la distance entre le foyer et le point M, ici, donc entre l'étoile et la planète. Quand θ augmente, eh bien, la distance va augmenter, et elle va être maximale quand θ égale π. Et elle vaut P sur 1 moins E, puisque cos π c'est moins 1. Et ensuite ça revient. Ça c'est une ellipse, et une ellipse est encadrée dans un rectangle de longueur 2A et de largeur 2B. Alors, la longueur du rectangle, c'est ce qu'on appelle le grand axe de l'ellipse. Si vous voulez, c'est le grand diamètre de l'ellipse. Et 2B, c'est ce qu'on appelle le petit axe, c'est le petit diamètre de l'ellipse. Évidemment, le rectangle a deux axes de symétrie qui se retrouvent dans l'ellipse, donc on peut définir les deux axes de symétrie de l'ellipse et qui se croisent en un point O qui est le centre de l'ellipse. Donc attention, hein, la planète ne décrit pas une ellipse de centre, le Soleil, mais de foyer, le Soleil. Hein. L'étoile, elle est au foyer et non pas au centre, hein, attention. Mais je peux définir un centre à cette ellipse, et vous voyez, le foyer, il se trouve décentré par rapport au centre de l'ellipse. Et justement, le paramètre E mesure ce décentrage. Et c'est ce qui explique pourquoi on l'appelle l'excentricité. En fait, cette distance-là, qu'on note souvent petit c, donc attention, ne confondez pas avec grand C, hein. Petit c, c'est ce qu'on appelle la distance focale, c'est l'écart entre le foyer et le centre. Et en fait, quand on compare cette distance avec petit a, qui est en fait la moitié du grand axe, là, ce qu'on appelle le demi-grand axe, eh bien, on obtient petit e. Petit e, l'excentricité, c'est le rapport entre la distance focale et le demi-grand axe. Dans mon dessin, par exemple, vous voyez, cette distance-là, c'est la moitié de celle-ci, ce qui fait que là, on a une ellipse d'excentricité E égale 0,5. Pour un cercle, l'excentricité vaut 0, le foyer se confond avec le centre O. Petite précision, j'ai oublié de le dire, ici, vous avez un foyer et un autre foyer image, puisqu'on a un centre de symétrie, donc l'ellipse présente deux foyers symétriques l'un de l'autre. Dernière chose, C se trouve ici, la distance focale. Le demi-grand axe, vous le retrouvez ici, et on peut montrer que cette distance-là se trouve être égale à petit a. C'est-à-dire que la demi-longueur du rectangle, là, le demi-grand axe ici, vous le retrouvez ici. Comme là vous avez un triangle rectangle, eh bien vous avez a carré égale b2 plus c2. Donc voilà ce qu'il faut connaître sur l'ellipse. Premièrement, l'excentricité doit être plus petite que 1. On a un grand axe et un petit axe, A et B, enfin 2A et 2B.
L'excentricité, c'est C sur A, et on a la relation A2 égale B2 plus C2. Alors, maintenant, passons au cas où E égale 1. Alors, lorsque E égale 1, on obtient une parabole. Alors, pourquoi? Alors déjà, lorsque θ vaut 0, on a P sur 2. Ici, cette distance-là, c'est P sur 2. Et quand θ augmente, eh bien, 1 plus cos θ va diminuer, ce qui fait que R va augmenter. Vous voyez ce qui se passe lorsque θ tend vers pi? On va avoir 1 moins 1, donc R va tendre vers l'infini. Autrement dit, ce point-là, il va tendre vers l'infini lorsque θ tend vers pi. Donc la trajectoire ne se referme pas, hein, on a une parabole. Par contre, si E est plus grand que 1, on obtient alors une hyperbole. Pourquoi? Vous savez qu'une hyperbole se caractérise par l'existence d'asymptotes, de droites asymptotes. Alors en effet, R va être défini que lorsque 1 plus E cos θ reste positif ou nul. Donc il existe en fait un angle maximal que je ne vais pas pouvoir dépasser. Je note ça comme ça. θ est plus petit que θ max, donc θ en valeur absolue. Ce θ max donne en fait la direction des asymptotes. Donc quand le point M s'éloigne, eh bien en fait, on va tendre asymptotiquement vers une direction qui est donnée par θ max. Et donc on obtient une branche d'hyperbole avec deux asymptotes. Et donc ça veut dire que l'astre ici va s'éloigner à l'infini avec une vitesse constante, une direction constante et une norme constante. Voilà, donc en fait, ça c'est exactement ce qu'on obtient pour certaines comètes, par exemple. Les comètes arrivent avec une vitesse de façon rectiligne, et puis quand elles passent tout près de l'étoile, par exemple le Soleil, hop, elles sont déviées, et elles repartent dans une direction, une autre direction. Donc pour résumer, voilà ce qu'on a trouvé. Les lois de la mécanique classique associées à la loi de gravitation universelle permettent de montrer que les planètes décrivent des coniques de paramètres P et d'excentricité E. P s'appelle le paramètre et E l'excentricité, et dont l'un des foyers importants est situé sur l'étoile. D'accord? Donc, l'étoile est au niveau du foyer de la conique. Et l'équation de la trajectoire est donnée par la relation R de θ égale P sur 1 plus E cos θ, avec P et E deux constantes dépendantes des conditions initiales. Donc c'est les conditions initiales qui vont vous déterminer le type de trajectoire que l'on va obtenir. Alors, bien entendu, la première loi de Kepler, elle disait les planètes décrivent des ellipses. Mais évidemment, par définition, les planètes sont des systèmes, des astres qui sont liés au Soleil. Les seules trajectoires qui font que la planète reste liée à l'étoile sont des ellipses. Donc, on a bien démontré la première loi de Kepler, selon laquelle les planètes décrivent des ellipses dont l'un des foyers est situé sur l'étoile.